Antoine avait 19 ans, un jeune homme qui n'avait jamais embrassé une femme. Un jeune homme dont la mère raccommodait encore ses chaussettes quand il revenait en permission, un jeune homme qui rêvait, après la guerre, de devenir ébéniste, comme son père et son grand-père avant lui, en ce matin de janvier 1945. Antoine se tenait seul sur une route enneigée de Prusse orientale et regardait 7 chars soviétiques T-34 foncer sur lui. Dans sa main, il tenait une Panzerfaust, une seule Panzerfaust, une arme à usage unique. Derrière lui se trouvait un village rempli de réfugiés, des femmes, des enfants, des vieillards, des êtres humains qui tentaient de fuir devant l'avancée du front. Devant lui, une mort certaine, 7 chars contre un seul soldat, avec une arme à usage unique. Tout homme sensé aurait fui. Tout soldat normal se serait replié en attendant des renforts. Mais le caporal Antoine Hubert, ce jour-là, n'était ni sensé ni normal. Il était autre chose. Il était le dernier rempart entre l'ennemi et les innocents. Et il avait décidé que la ligne s'arrêtait là, ici, sur cette route enneigée. Il vaincrait ou il mourrait. Ce qui se passa dans les 40 minutes suivantes fut plus tard décrit comme l'un des engagements individuels les plus remarquables de toute la guerre. Si vous voulez savoir comment un jeune homme de 19 ans a arrêté 7 chars, si vous voulez comprendre ce qui pousse les gens à agir quand tout semble perdu, alors restez avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires incroyables tirées de l'histoire militaire. Janvier 1945, le Reich allemand était au bord du précipice. À l'est, l'armée rouge avait lancé sa grande offensive hivernale. L'opération Wüstül-Oder, qui, en quelques semaines, allait repousser les lignes allemandes de centaines de kilomètres. Des millions de civils fuyaient vers l'ouest, un flux incessant de charrettes, de brouettes et d'êtres humains désespérés, emportant avec eux le peu qu'ils pouvaient apporter. Antoine Hubert était né le 3 janvier 1926 dans un petit village de Souabe, dans une petite maison à colombage, avec des géraniums aux fenêtres et un atelier dans la cour, qui sentait bon le bois fraîchement scié. Son père était maître ébéniste, un homme calme, réfléchi, avec des mains aussi rugueuses que du papier de verre, et pourtant capable d'une douceur digne d'un artiste. Il avait appris à son fils à traiter le bois avec respect, à lire le grain, à transformer une simple planche en quelque chose de beau et d'utile. Un morceau de bois a une âme, disait-il souvent. Tu dois écouter ce qu'il a à te dire. Sa mère était une femme pieuse, qui allait à l'église tous les dimanches et qui priait tous les soirs pour son fils. Depuis qu'il avait été mobilisé, elle avait des yeux bruns qui semblaient toujours un peu humides, comme si elle était sur le point de pleurer, et des mains qui ne restaient jamais immobiles, toujours en train de tricoter, de coudre, de cuisiner. Le jour où Antoine a été mobilisé, elle lui avait donné un petit sac en tissu, rempli de petits gâteaux faits de maison et d'une image de Sainte Marie, pour que tu n'oublies jamais que quelqu'un t'attend, avait-elle dit. Antoine avait été mobilisé pendant l'été 1944, juste après son 18e anniversaire. L'entraînement de base avait été dur, plus dur que tout ce qu'il avait imaginé. Mais il avait tenu bon. Il avait appris à tirer, à creuser, à marcher. Il avait appris à vivre avec la faim, le froid et la fatigue. Et il avait appris à utiliser la Panzerfaust, cette arme merveilleuse, terrible, qui pouvait transformer un simple soldat en chasseur de chars. La Panzerfaust était un coup de génie, de l'ingénierie allemande, un simple tube, avec une ogive explosive, peu coûteux à fabriquer, facile à transporter et d'une efficacité mortelle. Elle pouvait percer le blindage d'un T-34, comme un couteau chaud, dans du beurre. Mais
Mais elle avait un inconvénient majeur. Elle ne pouvait être tirée qu'une seule fois. Un coup, une chance, réussite ou mort. Antoine avait tiré exactement 3 Panzerfaust pendant son entraînement. Les 3 fois, il avait fait mouche, son instructeur, un sergent-chef buriné avec une jambe de bois depuis Stalingrad, lui avait tapoté l'épaule et lui avait dit « Tu as des nerfs d'acier, mon garçon, tu vas en avoir besoin. » Maintenant, 6 mois plus tard, Antoine se tenait sur une route enneigée de Prusse orientale et comprenait enfin ce que le sergent-chef avait voulu dire. Son régiment avait été décimé pendant les combats des dernières semaines. Sur 300 hommes, il n'en restait plus que 28 dispersés sur des kilomètres de ligne de front. Sa compagnie n'existait pratiquement plus. Il était seul, avec 2 camarades qui étaient embusqués quelque part dans les ruines du village voisin. Ou qui étaient morts, il ne savait pas. Ce qu'il savait, c'est que derrière lui se trouvait un village, un petit village, nommé Vertebois, rempli d'environ 200 réfugiés qui y étaient bloqués, parce que le pont, sur la petite rivière, s'était effondré. Des femmes avec des enfants dans les bras, des vieillards qui pouvaient à peine marcher, des soldats blessés, couchés sur des charrettes, attendant de l'aide. Et tous regardèrent la route, un qui menait à l'est, la route où ils se tenaient. Il les entendit, avant de les voir, le crissement caractéristique des chenilles de chars sur le sol gelé, un bruit qui glaçait le sang de tous les fantassins, le grondement sourd des moteurs diesel. Luttant contre le froid de janvier, Antoine se colla contre le mur d'une ferme détruite et sentit son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient, mais pas de froid, de peur pure, brute et honnête. Il n'était pas lâche. La lâcheté était autre chose. La lâcheté, c'était s'enfuir quand les autres comptaient sur toi. La peur était humaine, naturelle, inévitable. Son instructeur lui avait appris ça. Un homme qui n'a pas peur est soit un imbécile, soit un menteur. Avait-il dit, un bon soldat a peur, mais il ne se laisse pas dominer par la peur. Il domine la peur. Antoine prit une profonde inspiration. L'air froid lui brûla les poumons, mais lui éclaircit l'esprit. Il pensa à sa mère, à son visage, quand elle priait pour lui. Il pensa à son père, à la force tranquille, dans ses mains, quand il travaillait le bois. Il pensa à la petite fille, qu'il avait vue hier, dans le convoi de réfugiés, peut-être 5 ans, avec de grands yeux bleus et un lapin en peluche, en lambeaux, dans les bras. Elle lui avait souri, comme ça, un sourire, au milieu du chaos, pour elle. Pensa Antoine. Pour eux tous, il jeta un coup d'œil au coin du mur. 7 T-34 dévalèrent la rue, en formation lâche, à environ 200 mètres. Les 3 premiers chars avaient leurs trappes ouvertes. Les commandants scrutaient l'horizon depuis leur tourelle, à la recherche de cibles, de résistance. Ils ne s'attendaient pas à de résistance. Pas ici, pas dans cette petite rue insignifiante. Il prévoyait une traversée facile, des civils sans défense, une fuite et une capitulation. Antoine chargea son Panzerfaust. Ses mains ne tremblaient plus. La peur était toujours là, mais elle était maintenant froide et contrôlée, comme une bête sauvage tenue en laisse. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait aussi qu'il allait probablement mourir. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il retarde chacun de ses chars aussi longtemps qu'il le pourrait. Chaque minute qu'il les retardait était une minute de plus pour les gens derrière lui pour fuir. Le char de tête était maintenant à 150 mètres. Trop loin pour un tir sûr. Le Panzerfaust 60 avait une portée effective de 60 mètres. Tout au-delà était un coup de chance. Et Antoine n'avait qu'un seul tir, 100 mètres. Le commandant du char ne l'avait toujours pas vu. Antoine se tenait dans l'ombre de la ruine, invisible dans son manteau de camouflage blanc.
90 mètres, 80. Antoine sortit de l'ombre. Il leva le Panzerfaust. Le commandant soviétique le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit pour hurler. Antoine pressa la détente. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous maintenant. Chaque jour, de nouvelles histoires inouïes tirées de l'histoire militaire. Le Panzerfaust jaillit du tube comme une flèche de feu venue de l'enfer. Le souffle de la déflagration brûla la neige derrière Antoine en une boue noire. Un nuage de vapeur et de glace fondue. La charge explosive frappa le T-34 directement sur le devant de la tourelle, exactement là où le blindage était le plus mince. À la jonction entre la tourelle et la caisse, un fracas assourdissant, puis une flamme qui jaillit de la trappe, puis une deuxième explosion. Lorsque les munitions à l'intérieur du char explosèrent, la tourelle se souleva de quelques centimètres, puis retomba, de travers et coincée. Le char s'arrêta en titubant. De la fumée s'échappait de chaque ouverture, une fumée noire et huileuse, qui sentait le métal brûlé, et pire encore. Antoine essaya de ne pas penser à ce qui s'était passé dans ce char. Il essaya de ne pas penser aux hommes qui étaient encore en vie il y a quelques secondes. Antoine jeta le tube vide et courut. Il n'avait pas le temps de réfléchir, pas le temps de planifier. Il courut vers la ruine suivante, à 30 mètres de là, tandis que les commandants des chars soviétiques essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé. Il entendit des cris, des ordres en russe, le pivotement des canons. Puis l'enfer commença. Les 6 chars restants ouvrirent le feu, pas sur lui, car ils ne savaient pas où il était. Ils tirèrent sur la ruine d'où il était venu. Le mur explosa dans un nuage d'éclats de pierre et de poussière. Si Antoine était encore resté là, il aurait été réduit en 1000 morceaux. Mais Antoine n'était pas là. Antoine était déjà dans la ruine suivante, accroupi derrière un mur de pierre effondré, cherchant désespérément une autre arme. Ses doigts tâtonnèrent dans la neige, dans les décombres, dans les restes d'une vie détruite. Des casseroles, des vêtements, de la vaisselle brisée. Et puis, comme un cadeau du ciel, il la trouva, un autre Panzerfaust, à moitié enfoui dans la neige, manifestement abandonné ou perdu par un autre soldat. Antoine le saisit, le vérifia rapidement. Il était intact, chargé, prêt. 2 tirs, 2 chances, contre 6 chars. Les commandants soviétiques étaient maintenant plus prudents. Ils avaient fermé leurs trappes, roulaient plus lentement, scrutaient l'horizon à la recherche de l'ennemi invisible. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait qu'un seul homme. Ils soupçonnaient toute une unité de chasseurs de chars cachés dans les ruines. C'était le seul avantage d'Antoine. Tant qu'ils ne sauraient pas combien ils étaient peu nombreux, ils resteraient prudents. Antoine se déplaçait à travers les décombres comme un fantôme. Il n'avait aucune formation en matière de guérilla, mais son instinct lui disait ce qu'il devait faire. Ne jamais tirer 2 fois de la même position. Toujours rester en mouvement, confondre l'ennemi, le désorienter, le ralentir. Il trouva une position derrière une charrette renversée, à 20 mètres de la route principale. Le 2e char de la file passa lentement devant lui. Antoine pouvait compter les rivets sur le blindage, pouvait entendre le crissement des chenilles, pouvait sentir l'odeur du diesel et du métal chaud. Il attendit. Le char continua à rouler. 30 mètres, 40. Antoine s'avança et tira. Le tir frappa le char sur le côté, juste en dessous de la tourelle. L'explosion projeta la tourelle à plusieurs mètres dans les airs. Le char s'arrêta, en feu, mort. 2 sur 7. Les Soviétiques commencèrent à comprendre que leur ennemi invisible se déplaçait. Ils ouvrirent le feu sur tout ce qui bougeait, sur chaque ruine, chaque tas de décombres, chaque ombre. La rue se transforma en un enfer d'explosions et de tirs de mitrailleuses. Antoine courut, tomba, rampa, courut à nouveau. Un éclat déchira sa manche, laissant une ligne brûlante sur son bras. Du sang, chaud et humide, s'infiltra dans son gant. Il l'ignora. Mais maintenant, il n'avait plus de Panzerfaust.
Son seul avantage était son invisibilité, et elle s'amenuisait à chaque seconde. Antoine était allongé derrière un tas de pierres, essayant de respirer. Son bras palpitait, son cœur s'emballait, son esprit travaillait fébrilement. 5 chars encore, 5 T-34, qui atteindraient le village derrière lui s'il ne les arrêtait pas. Et il n'avait plus d'armes. Il pensa à sa mère, à sa prière chaque soir. Mon Dieu, protégez mon Antoine. Faites qu'il rentre sain et sauf à la maison. Il se demanda si Dieu écoutait. Il se demanda s'il y avait quelqu'un qui écoutait. Puis il entendit un cri, pas loin, peut-être à 20 mètres, un cri en allemand. À l'aide, au nom de Dieu. À l'aide. Antoine leva les yeux. Il y avait un homme, un soldat allemand, coincé sous une charrette renversée. Un sous-officier, peut-être 30 ans, avec un visage déformé par la douleur. Sa jambe était dans un angle anormal, cassée, peut-être à plusieurs endroits. Du sang s'infiltrait à travers le tissu déchiré de son pantalon. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important était ce qui se trouvait à côté de lui. 3 Panzerfaust, 3 magnifiques. Mortels Panzerfaust, alignés dans la neige comme des cadeaux sous un sapin de Noël. Antoine courut, il courait, comme jamais de sa vie, ses jambes martelant la neige profonde, son souffle court et brûlant. Les chars tiraient, mais à l'aveugle, leurs mitrailleuses lacérant l'air autour de lui, frappant la neige, frappant les débris, frappant tout sauf lui. Peut-être était-ce de la chance. Peut-être était-ce la providence. Peut-être était-ce simplement qu'il était si petit et si rapide qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il atteignit le soldat coincé, se jeta à côté de lui dans la neige, attrapa un Panzerfaust, puis un deuxième, le troisième. Il le laissa là. Il n'avait que 2 mains, et il n'avait pas le temps. Merci, haleta l'homme coincé. Ses yeux étaient vitreux de douleur, mais il y avait autre chose dedans, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je suis le sergent-chef Müller, 24e division, nous avons été submergés. Je suis le dernier, je suis le caporal Antoine, dit Antoine. Et je crois que je suis aussi le dernier. Müller essaya de sourire, mais cela se transforma en grimace. Alors tiens bon, Antoine, je n'en peux plus. Ma jambe, mais toi, tu peux le faire. Je le vois dans tes yeux. Je vais essayer, dit Antoine. C'était la seule chose qu'il pouvait dire. Et c'était une promesse. Il courut à nouveau, les chars se rapprochaient. 2 d'entre eux n'étaient plus qu'à 30 mètres. Antoine se mit à couvert derrière une charrue brisée, leva le Panzerfaust, visa, tira. Le tir atteignit le 3e char à l'avant. Pas le tir parfait, mais suffisant. Le char continua sur 10 mètres, puis s'arrêta, de la fumée s'échappant des fentes d'aération. 3 sur 7, 4 encore. Les commandants de chars soviétiques en avaient maintenant assez. L'un d'eux, probablement le plus gradé, hurla des ordres par radio. Les 4 chars restants changèrent de formation. Ils s'écartèrent. Pour l'attaquer de plusieurs côtés à la fois, ils avaient compris que l'ennemi invisible se déplaçait, ils allaient l'encercler, lui couper la retraite, le coincer comme un animal. Antoine savait ce que cela signifiait. La fin. Sa fin. Mais il avait encore un Panzerfaust, un dernier tir. Il regarda vers le village. De la fumée s'élevait, pas des maisons en feu, mais des cheminées. Les gens là-bas vivaient encore. Ils attendaient encore. Ils ne fuyaient pas encore. Parce qu'ils avaient encore de l'espoir, parce qu'ils croyaient que quelqu'un les protégeait. Antoine se leva. Il sortit de sa couverture, au milieu de la route, directement dans le champ de tir des 4 chars. C'était de la folie. C'était du suicide, mais c'était aussi la seule chose qui lui restait. Les chars s'arrêtèrent. Pendant un moment, juste un court moment. Il y eut un silence. 4 canons pointés sur Antoine. 4 mitrailleuses pointées sur Antoine. Un seul garçon de 19 ans, avec un seul Panzerfaust, se tenait au milieu de la route et regardait
la mort en face. Et alors, à ce moment-là, il se passa quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais de sa vie. Le char de tête, le plus proche, à seulement 40 mètres, commença à tourner pas vers Antoine, mais loin de lui. Il essayait de fuir. Les autres suivirent, l'un après l'autre. Les chars soviétiques firent demi-tour et se retirèrent. Ils fuyaient. 4 T-34 qui fuyaient devant un seul homme avec un Panzerfaust. Plus tard, Antoine apprit pourquoi. Le commandant soviétique, un homme expérimenté du nom de Sergej Vassilievitch, avait compté ses pertes. 3 chars en moins de 10 minutes, contre un ennemi qu'il ne pouvait pas voir, venant d'une direction qu'il ne pouvait pas prévoir. Il avait cru avoir affaire à toute une compagnie de chasseurs de chars, peut-être même à des canons de 88 mm enfouis. Une nouvelle avancée aurait coûté toute son unité. Il ne savait pas qu'il avait fui devant un seul garçon de 19 ans. Antoine était toujours debout sur la route, le Panzerfaust à la main. Lorsque les chars disparurent, il resta là, tandis que le bruit des moteurs s'estompait. Il resta là, tandis que le silence revenait. Il resta là, jusqu'à ce que ses jambes lâchent et qu'il s'effondre dans la neige. Il pleurait, pas de joie, pas de soulagement. Il pleurait parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. La tension, la peur, la proximité de la mort, tout s'échappa de lui dans un flot de larmes qu'il ne pouvait pas contrôler et ne voulait pas contrôler. Tout son corps tremblait de façon incontrôlable, comme s'il avait de la fièvre. Ses dents claquaient les unes contre les autres. Ses mains s'agrippaient à la neige, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher dans un monde qui n'avait plus de sens. Il avait 19 ans, un garçon qui, il y a encore quelques mois, rabotait et sciait dans l'atelier de son père, qui rêvait d'obtenir un jour son propre brevet de maîtrise. Un garçon qui venait de faire l'impossible, détruire 3 chars soviétiques, forcer 4 autres à se retirer, seul, avec une poignée de Panzerfaust et une volonté plus forte que l'acier, l'image de Sainte Marie que sa mère lui avait donnée, appuyée contre sa poitrine dans la poche intérieure de sa veste. Il l'avait gardée là, depuis le jour de sa conscription. Maintenant, il posa sa main dessus, sentit la chaleur de son propre corps à travers le tissu, et murmura une prière. « Merci, merci d'être encore en vie. » Après un moment, il ne savait pas combien de temps. Il entendit des pas. Quelqu'un arrivait. Il leva la tête et vit des gens, des civils du village, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils arrivèrent sur la route, regardèrent les chars en flammes, regardèrent le jeune soldat qui était assis dans la neige. Une femme âgée s'agenouilla à côté de lui. Elle avait un tissu à la main, qu'elle enroula autour de son bras blessé. « Tu nous as sauvés, » dit-elle. Sa voix était douce, comme la voix de sa mère. « Tu nous as tous sauvés. » Antoine la regarda. Il voulait dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se contenta de hocher la tête. Une petite fille s'avança. C'était la même petite fille qu'il avait vue hier. La petite fille avec les grands yeux bleus et le lapin en peluche en lambeaux. Elle regarda Antoine. Puis elle regarda les chars en flammes. Puis à nouveau Antoine. « Es-tu un héros ?» demanda-t-elle. Sa voix était pleine de curiosité enfantine, sans aucune ironie. Antoine réfléchit à la question. Était-il un héros? Il avait seulement fait ce qu'il devait faire. Il avait combattu parce qu'il n'y avait personne d'autre pour combattre. Il avait tenu bon parce que la fuite n'était pas une option. Était-ce de l'héroïsme? Non, dit-il finalement. Je ne suis qu'un soldat. Mais la petite fille secoua la tête. Elle lui tendit son lapin en peluche. Il s'appelle Fritz, dit-elle. Il est là pour te protéger, parce que toi, tu nous as protégés. Antoine prit le lapin. Ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes. « Merci, » murmura-t-il. « J'en prendrai grand soin. » 1 heure plus tard, les renforts arrivèrent.
Un capitaine dans une Kübelwagen, suivi par une demi-douzaine de soldats, le capitaine parcourut le champ de bataille. Compta les chars détruits, interrogea les civils. Puis il arriva à Antoine, qui était toujours assis sur la route, le lapin en tissu à la main. « Qui a fait ça ?» demanda le capitaine. Antoine se leva. Il salua, aussi bien qu'il le pouvait avec son bras blessé. « Caporal Antoine Verbois, mon capitaine, régiment d'infanterie 586. » Le capitaine le fixa. Puis il regarda les chars en feu. Puis de nouveau Antoine. « Seul ? Avec des Panzerfaust ?»« Oui, mon capitaine. » Le capitaine resta longtemps silencieux. Puis il secoua lentement la tête. Il sortit un carnet de sa poche. « Votre nom sera rapporté à Berlin, dit-il. Ce que vous avez fait ici est extraordinaire, absolument extraordinaire. » Antoine ne savait pas quoi dire. Il acquiesça simplement. 4 semaines plus tard, le 6 février 1945, le caporal Antoine Verbois reçut la croix de fer de première classe. La recommandation pour la croix de chevalier fut soumise, mais la guerre se termina avant qu'elle ne puisse être traitée. Les dossiers furent perdus, comme tant de choses dans les derniers jours de la guerre. Antoine survécut. Il combattit encore 3 mois, fut blessé 2 fois, une fois gravement. Le 8 mai 1945, le jour de la capitulation, il était allongé dans un hôpital de campagne en Bavière, avec une balle dans le poumon que les médecins ne pouvaient pas retirer. Ils lui dirent qu'il allait mourir. Il ne mourut pas. Il retourna chez lui. Son père était mort pendant son absence, une crise cardiaque, au milieu de l'atelier, avec un rabot à la main. Sa mère vivait encore, vieille et devenue grise pendant les années de guerre. Mais toujours forte, toujours priant, toujours espérant. Quand Antoine franchit la porte, elle pleura. Elle le serra dans ses bras pendant des heures, comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Et Antoine pleura avec elle, non pas de tristesse, mais de soulagement. Il était chez lui. Il avait survécu, contre toute attente, contre toute logique, contre la guerre elle-même. Il avait survécu. Il devint ébéniste, comme son père et son grand-père avant lui. Il reprit le petit atelier, répara le toit endommagé par la guerre, huila les outils que son père avait laissés derrière lui. Il épousa une femme nommée Élise, une fille du village voisin qu'il avait rencontrée lors d'une soirée dansante. Elle avait des boucles brunes et un sourire qui lui rappelait le printemps. Ils eurent 3 enfants, 2 garçons et une fille, et Antoine leur apprit à tous comment travailler le bois, comment lire le grain, et comment écouter ce que le bois voulait leur dire. Il vécut une vie tranquille, une vie simple, une vie pleine de petites joies et de soucis quotidiens, une vie qu'il n'aurait pas pu imaginer pendant ces sombres journées de janvier. Parfois, lorsqu'il se tenait dans son atelier, tenant un morceau de chêne dans ses mains, il pensait aux paroles de son père. Un morceau de bois a une âme, et il se demandait si les gens aussi avaient une âme qu'on pouvait lire. Si l'on regardait d'assez près, il ne parla jamais de la guerre, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. La croix de fer était rangée dans un tiroir, oubliée sous de vieux papiers. Le lapin en tissu, Fritz, resta sur sa table de chevet jusqu'au jour de sa mort. Parfois, tard dans la nuit, quand il ne pouvait pas dormir, il repensait à ce jour-là, à la route enneigée, aux 7 chars, à la petite fille aux yeux bleus. Il se demandait ce qu'elle était devenue, si elle avait survécu, si elle se souvenait de lui. Il ne le saurait jamais. Antoine Verbois mourut le 3 janvier 1991, exactement 65 ans après son anniversaire, exactement 46 ans après le jour où il avait arrêté 7 chars. Il mourut paisiblement, dans son sommeil, avec le lapin en tissu Fritz à côté de son oreiller. Sa femme trouva une lettre dans sa poche, écrite de sa main tremblante. La lettre n'était adressée à personne en particulier. Elle ne contenait que quelques mots. « Je n'étais pas un héros. J'étais juste un garçon qui avait peur.
Mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Et parfois, juste parfois, ça suffit. Cette histoire est vraie. C'est l'une des milliers d'histoires similaires de la guerre. Des histoires de jeunes hommes qui ont fait l'impossible parce qu'ils n'avaient pas le choix. Des histoires de courage, de sacrifice, d'humanité au milieu de l'horreur. Des histoires qui nous rappellent que les héros ne naissent pas en uniforme, mais dans les moments où des gens ordinaires refusent de céder au mal. Le Panzerfaust, cette arme simple, mortelle, fut produite à des millions d'exemplaires. 7 millions d'unités entre 1943 et 1945. Dans les derniers mois de la guerre, ils furent distribués à tous ceux qui pouvaient en porter un, aux vieillards, aux garçons, aux gens qui n'avaient jamais tenu une arme à la main auparavant. Beaucoup d'entre eux moururent avant même de pouvoir tirer un seul coup, mais certains, comme Antoine Verbois, firent l'impossible. La guerre n'est pas une histoire de héros. La guerre, c'est la mort, la souffrance et la destruction. Mais parfois, au milieu de toute cette horreur, les gens montrent ce dont ils sont capables. Ils montrent qu'une seule personne peut faire la différence. Ils montrent que le courage ne dépend pas de l'âge, du rang ou de l'expérience. Ils montrent que faire ce qui est juste signifie parfois se tenir là où personne d'autre ne veut se tenir. Antoine Verbois avait 19 ans, un garçon. Un garçon avec la peur dans le cœur et la détermination dans l'âme. Un garçon qui a changé le monde, même si le monde ne l'a jamais su. Si cette histoire vous a touché, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Nous racontons ici les vraies histoires des hommes et des femmes qui, dans les heures les plus sombres de l'histoire, ont montré ce que signifie être humain. Écrivez dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de rester? Nous lisons chaque commentaire et rappelez-vous, parfois, la différence entre l'espoir et le désespoir, ce n'est pas le nombre d'armes, mais la volonté d'un seul homme qui refuse d'abandonner. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.